Cours de gestion pour 1GA. Gérer les encaissements au comptant. Pour votre passeport professionnel, il s'agit de la compétence 1.2.5, traitement des règlements et suivi des litiges. Découvrons tout de suite le nouveau contexte professionnel. La société BureauBox est spécialisée dans la vente de mobilier de fourniture de bureau. Elle propose aussi la conception et l'installation d'espaces de travail aux professionnels. Installée dans le Grand Est, elle compte 3 grands magasins, le premier à Strasbourg, le second à Épinal et le troisième à Colmar. Voyons maintenant l'organigramme de BureauBox. Nous avons Luca Polini à la direction, qui est assisté par Gaël Salmon. Nous sommes en stage auprès de Nathan Jouret, qui s'occupe de la comptabilité finance et qui est donc notre tuteur. Il y a également Sophie Mallet qui s'occupe des achats et logistique, Christa Demaez qui s'occupe des ventes, et Julien Klimzak qui s'occupe du bureau d'études. Les missions qui nous seront confiées. Vous effectuez votre période de formation dans le magasin de Strasbourg aux côtés de Nathan Jouret, responsable de la comptabilité. Chaque jour, l'entreprise enregistre de nombreux encaissements au comptant de ses clients. Votre responsable vous confie le suivi des encaissements par espèce, par chèque et par carte bancaire. Mission 1. Suivre les encaissements en espèces. Mission 2. Suivre les encaissements par chèque. Mission 3. Suivre les encaissements par carte bancaire. Et mission 4. Contrôler les encaissements numériques sur le compte bancaire. Dans notre contexte, nous sommes le 3 avril. Avant de démarrer l'émission, comme d'habitude, parcourons d'abord les synthèses. Premièrement, les encaissements en espèces. Les encaissements d'espèces nécessitent un suivi quotidien des mouvements. Chaque jour, la caisse doit être contrôlée. Les billets et les pièces sont à verser en banque quotidiennement, mais l'entreprise doit veiller à conserver un fonds de caisse pour lui permettre de rendre la monnaie au client. On le voit sur le schéma. Nous avons une caisse enregistreuse avec laquelle nous pouvons donc encaisser en espèces, mais également garder notre fonds de caisse. Ce sont les pièces et billets qui permettent de rendre la monnaie au client qui paye en espèces. Chaque jour, il faut donc faire un contrôle de caisse pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie et qu'il ne manque pas d'argent. Ensuite, nous allons prendre ces pièces et ces billets afin de pouvoir les apporter à la banque. Et pour cela, on va utiliser un document qui s'appelle un bordereau de dépôt d'espèces et nous déposons cela à la banque et ce sera ensuite inscrit sur notre compte bancaire. Deuxièmement, les encaissements par chèque. Les chèques reçus des clients sont à contrôler, date, signature et ordre. Régulièrement, l'entreprise doit veiller à déposer les chèques reçus sur son compte à la banque. Pour assurer leur dépôt, elle doit les endosser. Lorsque l'entreprise reçoit des chèques clients, quel que soit leur nombre, elle doit vérifier que tout est bien conforme. Si ce n'est pas le cas, il faut redemander au client de réémettre un chèque. En revanche, si les chèques sont OK, il faut donc faire l'opération d'endossement, c'est-à-dire bien valider au verso de chaque chèque par une signature et le numéro du compte bancaire. Ensuite, nous remettons tous ces chèques à la banque avec un bordereau de remise de chèque et la banque va le traiter et positionner l'argent sur notre compte bancaire. Troisièmement, les encaissements par carte bancaire. Un paiement peut se faire avec une carte de paiement, avec un smartphone ou directement sur un site marchand. Le terminal de paiement électronique TPE imprime, pour chaque paiement, un ticket destiné au client et un autre destiné au commerçant. En fin de journée, une télécollecte est programmée pour transférer automatiquement les encaissements sur le compte du bénéficiaire. On voit donc sur notre schéma tout à gauche notre terminal de paiement, le TPE, dans lequel on insère une carte bancaire ou éventuellement, en sans contact,
si cela est possible. Lors de chaque achat, il y a donc des tickets CB qui sont émis, un pour le client et un pour le commerçant, que nous conservons. Et en fin de journée, nous faisons l'opération de télécollecte qui va nous récapituler sur un seul ticket tous les mouvements qui ont été réalisés sur le TPE, c'est-à-dire tous les paiements par carte bancaire. Ces paiements sont automatiquement traités par la banque et sont donc automatiquement positionnés sur notre compte bancaire. Quatrièmement, les encaissements numériques sur le compte bancaire. La télécollecte des encaissements par CB apparaît sur le compte du commerçant. La banque prélève des commissions. Les encaissements peuvent venir de clients domiciliés à l'étranger. Si le client ne fait pas partie de la zone euro, la banque convertit les devises. Les clients peuvent aussi régler par virement. Dans ce cas, seul le relevé de compte permet de les contrôler. Dans notre schéma, nous devons donc bien vérifier attentivement le relevé de compte à la banque. Avec ce relevé, nous avons différentes informations que nous ne voyons pas avec les autres moyens de paiement et que seul ce relevé nous permettra de contrôler, notamment les télécollectes des cartes bancaires, les paiements de clients en devises et enfin les virements reçus. Mission 1. Suivre les encaissements en espèces. Le 3 avril, Nathan Jouret vous demande de traiter les paiements en espèces effectués dans la journée par des clients de passage, les ventes comptoirs. Question 1. Prenez connaissance de la documentation qui vous a été remise, Doc 1, et relevez les cas où le paiement en espèces peut être refusé. Document 1. Limite du paiement en espèces. Se faire payer en espèces. Le paiement en espèces est, dans certains cas, limité par la loi. Vous pouvez refuser un paiement en espèces quand les pièces ou billets n'ont pas cours légal en France, devise étrangère, ou lorsque les pièces et billets ne sont pas en bon état, ou lorsqu'ils sont manifestement faux. Vous pouvez aussi refuser un paiement en espèces quand le nombre de pièces est trop important, plus de 50 pièces en un seul paiement, ou encore si le client ne fait pas l'appoint. Le paiement en espèces d'un particulier à un professionnel ou entre professionnels est autorisé jusqu'à 1 000 €. Question. Relevez les cas de refus de paiement en espèces. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, en lisant attentivement le document, voilà les cas de refus de paiement en espèces. En cas de paiement en devises étrangères, c'est-à-dire différentes de l'euro, en pièces ou billets en mauvais état, en cas de fausse monnaie, si jamais vous les reconnaissez ou que le commerçant est équipé de détecteurs de fausses pièces ou de faux billets, en cas de nombre de pièces trop important, il était bien indiqué plus de 50 pièces en un seul paiement, si jamais l'appoint n'est pas assuré par le client, et enfin en cas de montant de paiement supérieur à 1 000 €. Le magasin est équipé de caisses enregistreuses. L'hôtesse de caisse commence la journée avec un fond de caisse qui lui permet de rendre la monnaie au premier client. En fin de journée, elle fait le décompte des billets et pièces de son tiroir caisse. Elle en prélève une partie pour la déposer en banque
et ne conservez qu'un fonds de caisse pour le jour suivant. Question 2. Observez l'arrêté de caisse du 3 avril, annexe 1, et répondez aux questions suivantes. Quel est le montant du fonds de caisse en début de journée? Quel est le montant des ventes en espèces de la journée? Comment calculer le montant théorique en caisse en fin de journée? Pour cela, regardez bien attentivement l'annexe 1, le livre de caisse. Regardez les informations qui sont disponibles afin de pouvoir répondre aux questions. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. En regardant attentivement le livre de caisse, on a ici bien un arrêté de caisse du 3 avril avec le fonds de caisse de départ en jour reprise J-1, 185 € et 10 centimes. C'est donc ce montant de fonds de caisse en début de journée. En poursuivant la lecture de ce document, nous voyons bien marqué « Vente espèce de la journée » 1172 € et 63 centimes. C'est donc bien ce montant qui correspond aux ventes en espèces de la journée. Quel est donc le montant théorique de la caisse en fin de journée? C'est bien donc le fonds de caisse de début de journée plus les ventes réalisées. Donc fonds de caisse de début de journée plus vente en espèces de la journée. La formule est donc le fonds de caisse de début de journée plus les ventes en espèces de la journée, c'est-à-dire 185,10 € de fonds de caisse plus les ventes de 1172,63 €, ce qui nous donne 1357,73 €. Question 3. Complétez l'arrêté de caisse du 3 avril afin d'effectuer les contrôles qui s'imposent. Maintenant que nous avons complété notre caisse théorique, eh bien il faut regarder la ventilation de tout ce qui a été déposé dans notre tiroir caisse et faire le décompte réel. Commencez par étudier le document et essayez de le remplir. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Petit conseil. Alors, si ce document vous paraît trop compliqué, il faut d'abord y aller par étapes. Commençons d'abord par trouver les formules qui nous permettent de remplir les informations. On va commencer par la caisse de fin de journée. Essayez de trouver la formule qui vous permet de trouver le montant à remplir dans cette colonne. Allez-y.
Réponse. Pour trouver le montant, il suffit simplement de prendre la valeur du billet ou de la pièce et de le multiplier par le nombre qui est indiqué. Vous avez par exemple 0 billet de 500 €. Vous avez 0 billet de 200 €. Vous avez donc 0 € dans ces montres-là. Vous avez 2 billets de 100 €. Quel est donc le montant? C'est donc bien 2 fois 100 € égale 200 €. Et vous continuez ainsi avec les autres billets et jusqu'aux pièces de 1 centime à 2 €. Terminez déjà cette première colonne. Correction de la caisse de fin de journée. Une fois que vous avez compris comment on fait, donc il suffit de retrouver, simplement par la multiplication, tous les montants. Il y a 2 billets de 50 €, ce qui nous fait un montant de 100 €, 18 billets de 20 €, égale 360 €, 41 billets de 10 € égale 410 €, 24 billets de 5 € égale 120 €, 28 pièces de 2 € égale 56 €, 34 pièces de 1 € égale 34 €, 67 pièces de 50 centimes égale 33,50 €, 84 pièces de 20 centimes égale 16,80 €, 140 pièces de 10 centimes égale 14 €, 51 pièces de 5 centimes égale 2,55 €, 27 pièces de 2 centimes égale 54 centimes, et enfin 34 pièces de 1 centime égale 34 centimes. La somme de toutes les pièces et billets nous fait 1347,73 €. C'est donc notre caisse réelle de fin de journée. Nous pouvons tout de suite reporter cela dans la case qui est indiquée. Et nous remarquons immédiatement qu'il y a une différence de caisse à justifier. On avait calculé le solde théorique de fin de journée à 1357,73 et nous venons de décompter en réel 1347,73 €. Il y a donc une différence de caisse qui est de 10 €. C'est bien ici qu'on l'inscrit. Maintenant que nous avons fait notre caisse, il faut pouvoir préparer le dépôt à la banque. Dans la colonne dépôt à la banque, on nous indique déjà le nombre de billets qui vont être déposés. Sur le même principe que la caisse de fin de journée, retrouvez donc tous les montants des pièces et billets qui seront déposés à la banque. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. On applique donc le même principe. À la banque, nous allons déposer 0 billet de 500, donc 0 euros. Nous déposons 0 billet de 200, donc 0 euros. Nous déposons 2 billets de 100, égale 200 euros, et ainsi de suite. Les montants à trouver étaient donc, pour les billets de 50 euros, 100 euros, 13 billets de 20, 260 euros, 31 billets de 10 égale 310 euros, 14 billets de 5 égale 70 euros, 18 pièces de 2 euros égale 36 euros, 14 pièces de 1 euro égale 14 euros, 47 pièces de 50 centimes égale 23,50 euros, 64 pièces de 20 centimes égale 12,80 euros, 110 pièces de 10 centimes égale 11 euros, 21 pièces de 5 centimes égale 1,05 €, 7 pièces de 2 centimes égale 14 centimes, et 14 pièces de 1 centime égale 14 centimes. À la banque, nous allons donc verser la somme de tout ça, ce qui nous donne 1038,63 €. Nous pouvons reporter cette information également dans la case désignée dépôt en banque en fin de journée. Il ne nous reste plus enfin qu'à calculer le fonds de caisse J+1, essayer de déterminer comment nous allons remplir la colonne nombre, et ensuite vous calculerez le montant. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Pour déterminer le nombre de billets et de pièces dans le fonds de caisse J+1, il faut tout simplement prendre le nombre qu'il y avait en caisse, moins ce que nous avons déposé à la banque. Donc on regarde d'abord, donc il n'y avait pas de billets de 500 ou de 200 euros. Nous avions 2 billets de 100 en caisse en fin de journée et nous avons déposé 2 à la banque. Nous avons donc 2 moins 2 égale 0. Il va donc nous rester 0 billets de 100, donc 0 euros. Idem pour les billets de 50 euros, il y en avait 2, nous avons déposé les 2. Les billets de 20, il y en avait 18, on en a déposé 13, il nous en reste donc 5, ce qui nous fera un montant de 100 euros. Il y avait 41 billets de 10, nous en avons déposé 31, il nous en reste donc 10 en caisse, pour un montant de 10 billets x 10 euros égale 100 euros. 24 billets de 5 moins 14 égale 10 fois 5 euros égale 50 euros. 28 pièces de 2 moins 18 égale 10 fois 2 euros égale 20 euros. 34 pièces de 1 moins 14, 20 pièces de 1 euro égale 20 euros. 67 pièces moins 47, il en reste 20 de 50 centimes, ce qui nous fait 10 euros. Il reste également 20 pièces de 20 centimes, 4 euros. 140 pièces moins 110 égale 30 pièces de 10 centimes égale 3 euros. 51 pièces moins 21 pour les 5 centimes, il nous reste 30 pièces, ce qui nous font 1,50 €. Il nous reste 20 pièces de 2 et de 1 centime pour donc respectivement 40 et 20 centimes. Et la somme de tout ça nous fait donc 309 € et 10 centimes. C'est donc notre nouveau fonds de caisse pour le lendemain. Question 4. Complétez le bordereau de versement d'espèces, annexe 2, et répondez aux questions. Nous avons donc l'annexe 2, un bordereau HSBC, qui est le document qui va nous permettre de déposer nos pièces et nos billets à la banque. Il nous indique en information, dans certaines agences, il est possible de faire des dépôts à l'aide d'un guichet automatique de banque, un GAB. Dans ce cas, l'appareil délivre un bordereau de dépôt du montant déclaré. Mais ici, nous allons remplir le bordereau manuellement. Utilisez les informations que nous venons de faire avec l'annexe 1
pour remplir ce document et ensuite vous répondrez aux questions. Quelle est l'utilité de ce bordereau et quelles sont les informations indispensables à indiquer sur le bordereau? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Alors sur ce bordereau, il faut reprendre tout ce qui était prévu de déposer à la banque. Donc on commence par remplir les billets et les pièces que l'on va déposer. Prenons d'abord les billets. Nous avons 0 billet de 500, 0 billet de 200, donc le montant était de 0 €. Nous avions prévu de déposer 2 billets de 100 €, ce qui nous fait un total de 200 €, 2 billets de 50, pour un total de 100 €, 13 billets de 20 pour 260 €, 31 billets de 10 pour 310 € et 14 billets de 5 € pour 70 €. Il nous suffisait simplement de reprendre les éléments de l'annexe 1. Le total des billets est donc de 940 €. Pour les pièces, c'est la même chose. On récupère les informations qu'on a calculées précédemment. 18 pièces de 2 € égale 36 €. 14 pièces de 1 € égale 14 €. 47 pièces de 50 centimes égale 23,50 €, 64 pièces de 20 centimes égale 12,80 €, 110 pièces de 10 centimes égale 11 €, 21 pièces de 5 centimes égale 1,05 €, 7 pièces de 2 centimes égale 14 centimes, et 14 pièces de 1 centime égale 14 centimes. Et le total des pièces est de 98,63 €. La somme de ce qu'on a déjà calculé qui était prévu de déposer à la banque, et on vérifie bien là en faisant la somme des billets plus des pièces, nous donne bien 1038,63 €, que l'on inscrit dans le montant déposé en euros. On remarque que les informations nous concernant, avec notre numéro de compte bancaire, ont déjà été saisies. Donc ce document va être traité par notre banque, et ils vont positionner l'argent que nous venons de déposer en espèces sur notre compte bancaire. On termine par les informations de signature à Strasbourg le 3 avril, signé par Nathan Jouret. Nous avons fini de remplir le bordereau de dépôt d'espèces et nous pouvons laisser cela à la banque qui va s'occuper d'inscrire cela sur notre compte bancaire. Quelle est donc l'utilité du bordereau et les informations indispensables à indiquer ? Il permet de justifier le dépôt d'espèces en banque. Et le déposant doit indiquer son numéro de compte et signer le document. Mission 2. Suivre les encaissements par chèque. Pour poursuivre votre travail sur les encaissements des clients, votre tuteur Nathan Jouret vous demande d'encaisser les chèques remis par les clients. Question 5. Consultez la documentation fournie, document 2, et répondez aux questions. Document 2. Paiement par chèque. Se faire payer par chèque. Vous devez clairement informer les clients des conditions d'acceptation des moyens de paiement en vigueur dans l'entreprise, le plus souvent au moyen d'une affichette à proximité de votre caisse. Lorsque vous acceptez un paiement par chèque, vous devez vérifier le montant indiqué par le client ou votre imprimante, contrôler s'il a été daté et signé, et si le lieu de rédaction est bien mentionné. Vous pouvez refuser les paiements par chèque
ou fixer un montant minimum à partir duquel vous acceptez les chèques. Vous devrez cependant les accepter si vous êtes adhérent d'un centre de gestion agréé, les CGA. Petite note, ce sont des structures créées par des experts comptables ou les chambres consulaires pour prévenir les risques fiscaux et optimiser la gestion de l'entreprise. Vous pouvez aussi refuser un chèque payable dans une banque domiciliée à l'étranger. Vous éviterez ainsi des frais d'encaissement. Concernant les chèques impayés. Un chèque peut revenir impayé plusieurs semaines après son dépôt en banque. Si c'est le cas, votre banque vous facturera généralement des frais. Vous devrez demander à votre banque un certificat de non-paiement pour le notifier au client par lettre recommandée ou par la voie d'un huissier de justice. L'huissier peut alors engager toutes les procédures d'exécution forcée, saisie par exemple, pour récupérer le montant du chèque et tous les frais engagés. Concernant les chèques de banque, pour un montant important, vous pouvez demander un chèque de banque. Il est établi à la demande du client par la banque et son paiement est garanti car le montant aura été au préalable prélevé sur le compte du client. Question. Pouvez-vous refuser un paiement par chèque? À quelles conditions? Quelle est la procédure à suivre lorsqu'un chèque revient impayé? Qu'est-ce qu'un chèque de banque? Quelle est son utilité? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction? Eh bien, d'après le document que nous avons lu, nous pouvons refuser un paiement par chèque, sauf si l'entreprise est adhérente à un centre de gestion agréé. Il est possible de fixer un montant minimum à condition que l'information soit affichée à proximité de la caisse. Un paiement par chèque peut aussi être refusé lorsqu'il est payable dans une banque étrangère. Il faut donc bien les vérifier lorsque vous les recevez. Quelle est la procédure à suivre lorsqu'un chèque revient impayé? Eh bien, il faut demander à la banque un certificat de non-paiement et ensuite notifier le non-paiement au client, soit par lettre recommandée, ou bien confier le recouvrement à un huissier de justice. Qu'est-ce qu'un chèque de banque et son utilité? Le chèque de banque est un chèque émis et signé par une banque à l'ordre du vendeur pour le compte d'un de ses clients, l'acheteur. Il permet au vendeur de s'assurer d'être payé de la somme due, puisque c'est la banque émettrice elle-même qui se trouve débitée après l'encaissement du chèque. La banque s'engage donc pour le compte de son client. Le 3 avril, vous avez 2 chèques à encaisser. Document 3. Bureaubox a l'habitude de préparer les dépôts en banque en complétant un bordereau de remise de chèque pour ensuite le déposer accompagné des chèques vérifiés et endossés. Au document 3, nous avons donc 2 chèques à encaisser. En information, on nous indique que les chèques sont remplis en caisse par l'imprimante de la caisse enregistreuse et signés par les clients. Le numéro de la carte d'identité du client est inscrit au dos de chaque chèque par le commerçant. En post-it, on nous indique le compte courant professionnel de l'entreprise Bureaubox, banque HSBC, numéro 00 65 58 812 964, agence de Strasbourg. Question 6. Endosser les chèques annexe 3 et compléter le bordereau de remise annexe 4.
Vous avez donc deux documents à remplir, le verso des chèques à encaisser à l'annexe 3. On vous indique en information que pour être encaissé, le chèque doit être endossé par le bénéficiaire. L'endossement consiste à porter au dos du chèque son numéro de compte, la date et sa signature. Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez remplir l'annexe 4, le bordereau de remise de chèque. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Alors, on regarde d'abord quand même les deux chèques que nous avons reçus. On nous indiquait qu'ils étaient imprimés directement par la caisse enregistreuse et que les clients ont simplement signé. Mais, il n'empêche, il faut quand même contrôler qu'ils aient été faits conformément aux recommandations. Nous avons donc bien le premier chèque de Banque Populaire de 642 €. Le montant est inscrit en chiffres et en lettres. C'est bien à l'ordre de Bureau Box. Ça a été fait à Strasbourg en date du 3 avril. Et il a bien été signé par Monsieur Le Marchand. Nous avons bien le nom et les coordonnées. Le deuxième chèque caisse d'épargne de 65 €, également le montant en chiffres et en lettres est bien inscrit. Il est toujours à l'ordre de Bureau Box. Ça a été fait à Strasbourg le 3 avril. Et le client Mériot a également bien signé. Donc pour endosser les chèques, au verso de ces chèques, nous allons donc indiquer la banque, HSBC Strasbourg, le numéro de compte que nous avons dans cet établissement bancaire. Nous précisons bien la date d'endossement, qui est donc la même date au moment où nous avons émis les chèques, le 3 avril, et nous signons. Bureau Box, on attend jouer, mais en tout cas, il faut qu'il ait bien une signature au dos de ces chèques pour que la banque puisse les traiter. Maintenant que nous avons signé et endossé ces deux chèques, nous pouvons remplir notre bordereau de remise de chèques à destination de la banque. Le titulaire du compte, c'est donc Bureau Box Strasbourg. Nous avions deux chèques. Le premier émis par Le Marchand. Quelle était sa banque? Banque Populaire de Strasbourg, pour un montant de 642 €. Le second chèque, c'est celui de Monsieur Mériot. C'était la caisse d'épargne Ostwald. On avait bien ces informations sur le chèque, pour un montant de 65 €. Il faut bien sûr indiquer le nombre de chèques que nous déposons. Ici, il n'y en a que 2. Nous réindiquons le numéro de compte à créditer. On reprend bien donc le même qui est indiqué sur le post-it et que nous venons d'indiquer au verso des chèques. Et nous prenons le montant total des chèques que nous versons.
donc 642 € plus 65 € égale 707 €. Voilà le total des chèques que nous versons. Nous n'oublions pas toujours de dater et de signer notre bordereau de remise de chèques. Le 3 avril, Bureau Box, Nathan Jouret. Ce bordereau de chèque a exactement la même utilité que le bordereau de dépôt d'espèces. Mission 3. Suivre les encaissements par carte bancaire. Après avoir traité les encaissements en espèces et par chèque, vous devez contrôler les encaissements par carte bancaire de la journée. Bureau Box dispose d'un TPE sans fil connecté à Internet. Question 7. Prenez connaissance de la documentation fournie, document 4, et répondez aux questions. Document 4. Paiement par CB, carte bancaire. Se faire payer par carte bancaire. Communément appelé lecteur de carte bancaire, le terminal de paiement électronique, TPE, permet d'accepter les paiements effectués par carte bancaire. Il enregistre les transactions des clients tout au long de la journée pour ensuite les transférer sur un serveur sécurisé qui s'assurera du bon acheminement de l'argent vers le compte bancaire du commerçant. Le paiement du client. Côté client, le paiement se fait en insérant sa carte dans le terminal puis en tapant son code de sécurité à 4 chiffres. Si l'appareil l'accepte, le client pourra payer sans contact ou avec son smartphone. Tout au long de la journée, l'appareil va emmagasiner les transactions effectuées par les clients. Les facturettes. À chaque paiement, le TPE imprime un ticket remis au client appelé facturette. On y retrouve les informations liées à son achat et les références de la carte partiellement occultées. Un second ticket est immédiatement imprimé pour le commerçant. Il lui permet de justifier la transaction et assurer la traçabilité de l'opération. La télécollecte. Destinée à transférer les paiements des clients vers la banque du commerçant, elle se fait généralement automatiquement à des horaires définis. Elle peut aussi être réalisée manuellement, directement à partir du terminal. Le commerçant peut imprimer le justificatif de télécollecte pour contrôler les mouvements sur son compte bancaire. Question. Quels sont les justificatifs produits par le TPE lorsqu'un client règle son achat par CB? Qu'est-ce que la télécollecte? C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Le TPE imprime un exemplaire de la transaction pour le client et un exemplaire pour le commerçant. La télécollecte correspond au transfert des opérations de paiement des clients vers le compte bancaire du commerçant. Le TPE permet d'imprimer la télécollecte pour permettre le contrôle des encaissements. Question 8. Contrôler les paiements par carte bancaire de la journée du 3 avril, document 5, et contrôler la télécollecte, annexe 5. Regardez donc attentivement le document 5, les facturettes et la télécollecte du 3 avril. Ensuite, vous serez en mesure de remplir l'annexe 6, le contrôle de la télécollecte. Les dates et heures, le nombre de tickets émis, le nombre de transactions, le montant encaissé, le numéro de fichier informatique, le numéro de remise en banque, et si la transaction a été traitée sans anomalie. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. Eh bien, en regardant bien le document 5, nous avons en réalité 10 tickets carte bancaire que nous avons conservés et nous avons un ticket récapitulatif concernant la télécollecte. Il nous suffit donc de regarder ce ticket de télécollecte puisqu'il récapitule l'ensemble des informations. Date et heure de la télécollecte, c'était donc le 3 avril à 23h17. 10 tickets ont été émis dans la journée. Il y a eu 10 transactions. Le montant encaissé indiqué sur le ticket est de 2556,12 €. Le numéro de fichier informatique est le 274. Le numéro de remise en banque est le 78 78 545 22. Est-ce que la transaction a été traitée sans anomalie? Eh bien oui. Voilà comment nous contrôlons les opérations payées par carte bancaire. Mission 4. Contrôler les encaissements numériques sur le compte bancaire. Les paiements par carte bancaire sont automatiquement versés sur le compte bancaire de l'entreprise et la banque facture des commissions. Par ailleurs, certains clients règlent nos factures directement par virement. Question 9. À l'aide des conditions négociées avec la banque, justifiez les commissions retenues sur la télécollecte des cartes bancaires du 3 avril. Documents 6 et 7, et il faut remplir l'annexe 6. Comme pour chaque mission, regardez attentivement le document 6, le relevé de compte fourni par notre banque HSBC, ainsi que les conditions bancaires au document 7. Une fois que vous aurez lu attentivement, vous pourrez refaire le calcul des commissions CB en remplissant l'annexe 6. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Alors, en regardant le relevé de compte fourni par la banque, nous avons tout d'abord ici, et c'est ce qu'il faut repérer, la commission télécollecte. Nous avons donc la date du 4 avril, avec à côté également marqué 5 avril. Alors, on ne voit pas bien les intitulés de colonne, mais certainement ça doit correspondre à la date de l'opération et à la date de valeur. Donc très certainement, la date d'opération devait être le 5 avril, mais la date de valeur, c'est le 4 avril. Et nous avons bien commission télécollecte pour un montant de 24,48 €. C'est donc ce montant que nous devons retrouver grâce à l'annexe 6. Pour cela, les 10 tickets que nous avons vus sur la mission précédente, eh bien, nous permettent de déterminer la commission prélevée par la banque. Donc nous avons bien nos 10 tickets avec les montants respectifs de la veille. Et maintenant, nous allons vérifier le calcul pour chacun des tickets d'après les conditions bancaires de la HSBC. Il est bien indiqué dans ce document 7 que pour les porteurs en France, la banque retient la commission suivante, 0,9% du montant, plus 6 centimes par transaction. Il faut donc faire pour chacun de nos tickets le calcul suivant. Le montant CB, par exemple 403,20 € fois 9% de ce montant-là, plus 6 centimes par coût de transaction. Donc 403,20 € fois 9% plus 6 centimes va nous donner 3,69 €. Et on procède ainsi pour nos 10 tickets. Si vous n'avez pas réussi à faire tous ces calculs, je vous laisse encore quelques minutes afin de pouvoir tous les terminer. C'est à vous, et je vous laisse quelques secondes pour terminer tous les calculs.
Correction. Eh bien maintenant que vous avez trouvé la formule de calcul, vous aurez dû trouver pour le ticket numéro 2 de 33,15 €, 36 centimes de commission, le troisième ticket de 917,30 €, 8,32 € de commission, le quatrième ticket de 54,25 €, 55 centimes de commission, le numéro 5 pour 65,21 €, 65 centimes de commission, ticket numéro 6 de 36,18 €, 39 centimes de commission, et pour cette colonne, cela nous fait un total de 13,94 €, que nous reportons à la colonne de droite, et nous continuons avec le ticket numéro 7 de 112,66 € pour 1,07 € de commission, le ticket numéro 8 de 40,96 € pour 43 centimes de commission, le ticket numéro 9 pour 904 € et 1 centime va nous donner 8,20 € de commission, et le dernier ticket de 86,90 € nous donne 84 centimes de commission. Ce qui nous fait un total général de 24,48 €. Nous avons bien retrouvé les commissions télécollecte indiquées sur notre compte bancaire. Est-ce que c'est conforme au prélèvement sur le compte? Eh bien, nous pouvons cocher oui. Enfin, le client Musti domicilié au Royaume-Uni a versé 200 pounds en règlement de notre dernière facture, document 6. Question 10, surligner le paiement du client sur le relevé du compte HSBC de l'entreprise, document 6. Question 11, justifier le taux de change appliqué par la banque pour convertir les pounds en euros. Indiquer le virement du client, le montant crédité sur le compte, le taux de change appliqué et la vérification. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Et bien sur le relevé bancaire, c'est ici, au 4 avril, que nous avons cette opération avec le virement en devise étrangère. Donc nous avons bien virement UK, Royaume-Uni, Musti, avec 200 GBP. C'est donc la livre sterling britannique. Et on voit que sur notre compte bancaire a été positionné 249,46 €. Reportons donc déjà ces informations dans les questions. Le virement du client en devise est de 200 GBP, donc 200 livres sterling. Sur notre compte, il a été versé 249,46 €. Eh bien, comment pouvons-nous déterminer le taux de change appliqué? Pour cela, il suffit simplement de diviser le montant reçu en euros par la monnaie en devise. Donc 249,46 € divisé par 200 pounds va nous donner 1,2473. Attention, lorsque nous travaillons avec des taux de change, nous pouvons garder 3 et même 4 chiffres après la virgule. Donc faites bien attention à vos arrondis. Logiquement, dans la vérification, puisque nous venons de le calculer, en fait, 200 pounds fois le taux de change nous donne bien 249,46 €. Dans cet exercice, en fait, il fallait calculer le taux de change nous-mêmes. Mais dans la pratique, il faut s'appuyer sur les cours de change des devises. Donc il faut aller sur des sites officiels pour regarder le cours de change du jour afin de contrôler vos opérations. Ceci peut impliquer que vous ayez donc des écarts de change, soit en votre faveur, soit en votre défaveur, et tout cela parce qu'il y a une différence entre le moment où vous recevez l'argent et le cours du change du jour.
Donc pour l'instant, l'exercice est simplifié, on n'avait pas à s'appuyer dessus, mais il faudra être vigilant sur des situations où vous serez amené à calculer et faire des conversions avec des devises étrangères. Il faudra s'appuyer sur un cours de devises. Faire le point. La vente au comptant peut se faire de 4 manières. Les encaissements en espèces nécessitent plusieurs opérations. Les encaissements par chèque obligent le vendeur à réaliser plusieurs opérations. Les encaissements par carte bancaire se font à l'aide d'un terminal de paiement, TPE, et à chaque encaissement, qu'est-ce que le TPE imprime? En fin de journée, les encaissements par carte sont transmis à la banque du commerçant de manière automatique. Comment est-ce que cela s'appelle? Et enfin, certains clients règlent leurs achats directement par virement. Ce type de paiement nécessite un contrôle des encaissements sur le compte bancaire de l'entreprise. À vous de compléter cette synthèse, je vous laisse quelques minutes. Correction. La vente au comptant peut se faire de 4 manières. En espèces, par chèque, par carte bancaire ou par virement. Les encaissements en espèces nécessitent plusieurs opérations. Les pièces et billets doivent être comptés en fin de journée pour contrôler la caisse, et un volume d'espèces doit être prélevé chaque jour pour ne conserver qu'un fonds de caisse, et ce volume d'espèces est déposé directement à la banque. Les encaissements par chèque obligent le vendeur à réaliser plusieurs opérations. Tout comme les espèces, il doit d'abord vérifier les chèques, le montant, l'ordre et la signature, puis ensuite les endosser, et enfin il peut les déposer à la banque. Concernant les encaissements par carte bancaire à l'aide du TPE, le TPE imprime un premier ticket qui est remis au client, et un second ticket qui est conservé par le commerçant. Et en fin de journée, de manière automatique ou éventuellement manuelle,
Les informations transmises à la banque du commerçant, c'est la télécollecte. Voilà comment nous pouvons gérer les encaissements au comptant.